Radio J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Médiasphère. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la manière dont la révolution technologique et notamment la technologie de l'information bouleverse notre approche de la politique et nous invite à réinventer aussi notre approche de la démocratie. Pour cela, j'ai invité Asma Mala, chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS et politologue, et puis spécialiste de l'IA, des nouvelles technologies, tout ça, voilà. Auteur de Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil. Bonsoir, Asma Mala. Bonsoir, Emmanuel. Alors, on va commencer par essayer de définir pour nos auditeurs ce qu'est la technopolitique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est le fait d'utiliser les réseaux sociaux comme une technologie de l'information ? Est-ce que c'est une nouvelle technologie pour faire de la politique ? Est-ce que c'est une théorie des politiques, un objet d'étude ? Enfin, qu'est-ce que c'est la technopolitique ? Vous brûlez. Et c'est toujours un peu la question qu'on pose quand on me demande de parler de ce livre. C'est un titre auquel moi je tenais absolument. Mon éditeur, pas forcément, parce que précisément ça... Parce que c'est conceptuel. Parce que c'est conceptuel et qu'il faut passer ce temps à l'expliquer. Et en même temps, et paradoxalement, c'est une très belle entrée en matière dans le sujet. Et puis, il faut être un peu exigeant et pas prendre les gens pour des débiles. Vraiment, l'infantilisation est quelque chose, moi, qui m'exaspère beaucoup. Je ferme la parenthèse. Et donc, technopolitique, c'est simplement l'idée de dire il faut absolument qu'on ouvre un nouveau champ politique, de réflexion, d'empowerment même civil et civique pour comprendre en fait tous les enjeux politiques, géopolitiques qui sous-tendent la question, ou même je dirais le choc technologique. Vous parlez, vous, des technologies de l'information. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que dans toute la présentation que vous avez faite, Emmanuel, et sincèrement, c'est bravo pour ça, vous n'avez pas utilisé le mot numérique, qui est daté et qui n'est qu'un tout petit tronçon de la problématique. Et donc là où vous avez raison, ce sont des technologies qui sont des technologies systémiques, qui sont en train de construire un nouveau système, celui du 21e siècle, que la politique a du mal à appréhender. Et donc, technopolitique, c'était l'entrée en matière ou une invitation même, je dirais, à penser les choses de façon globale, système de ce choc technologique qui vient percuter nos démocraties, en fait. Alors, il y a aussi deux autres concepts en tout cas deux termes qu'on va définir avant de continuer notre conversation. C'est les big tech et les big states qui sont vraiment centraux dans votre raisonnement. Alors, les big tech, c'est les grands groupes, ça paraît Meta, les géants technologiques. Apple, les géants technologiques. Absolument. Et puis, les big states, ils ont des rapports, ils sont parfois enchevêtrés avec ces big tech. Mais qu'est-ce que c'est pour vous un big state ? Alors, les big tech, c'est assez connu. Ça, c'est pas du tout moi qui invente le terme. C'est la terminologie, si vous voulez, anglo-saxonne, ou on pourrait même dire les tech giants, les géants technologiques, que sont en fait... Meta, Elon Musk, Sam Altman d'OpenAI, et ce qu'il faut dire, c'est Amazon, que c'est pas seulement des acteurs civils, ça devient des acteurs sociaux, militaires, économiques, enfin évidemment, mais... C'est la cristallisation de technopolitique et du livre, en fait, de dire, mais que sont, dans leur essence et dans leur nature, ces acteurs technologiques qui sont juridiquement des entreprises privées, donc qui rendent des comptes acquis du point de vue vraiment juridique au marché quand elles sont cotées, à elles-mêmes, Elon Musk avec X Twitter, quand elles sont sorties de la cote boursière, j'entends. Et puis, mais elles ne sont pas que ça, ce sont des entités totalement hybrides, ce sont aussi des acteurs militaires, on l'a vu en Ukraine et à Gaza, ce sont des acteurs géopolitiques, ce sont des acteurs idéologiques, politiques. Donc en fait, ce sont des entités totalement hybride et symptomatique de ce 21e siècle qui est en train de naître dans des formes qu'on n'arrive pas forcément à comprendre et qui, d'une certaine façon, redistribuent les vecteurs, les véhicules de pouvoir et de puissance. Et c'est là qu'intervient le big state. Le big state, pour le coup, ça c'est le concept que moi je pose et qui n'existe pas jusque-là. L'idée du big state, j'aurais pu m'arrêter à la critique de l'État
convenu qu'on a depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire en démocratie, j'entends. Je suis vraiment sur le périmètre de notre démocratie occidentale libérale ici. De se dire, en fait, on a une espèce de glissement de notre état de droit vers une forme d'état libéral sécuritaire, c'est-à-dire ultra-libéral sur le champ économique et très sécuritaire sur le champ du régalien, on va dire. Parce que c'est un peu la tendance qu'on voit, expliquée par quoi d'ailleurs ? Par le détricotage de l'État social. On parle beaucoup, Bruno Le Maire fait en ce moment le tour des plateaux pour expliquer que c'est la fin de l'État-providence et vive l'État protecteur. Bon, au-delà de la compole qui manipule des mots, on ne sait plus exactement ce qu'il veut exactement dire. Parce que l'État-protecteur, c'était l'État-providence, en réalité. Protéger quoi ? Protéger nos mécanismes de solidarité, de redistribution, donc la classe moyenne, donc le contrat social, donc le contrat social qui était un peu le ferment de notre démocratie du XXe siècle. Donc tout ça est en train de se reconfigurer, de se redéfinir. Le Big State, donc ce n'est pas que ce glissement libéral sécuritaire, c'est aussi une notion de puissance, c'est-à-dire que c'est exactement comme vous l'avez dit, l'enchevêtrement entre deux entités, les acteurs technologiques ultra puissants, nos États à nous, et qui en fait utilisent les leviers de puissance apportés par la technologie, ce que j'appelle moi les hyper-technologies ou les technologies de l'hyper-vitesse, pour en fait construire une nouvelle politique de puissance de ces États-là. Et c'est effectivement un nouveau monde dans lequel on débarque, celui de la technologie totale. Et alors vous écrivez que dans cette ère, tout se vaut, le vrai, le faux, le virtuel, le réel, l'important, l'anecdotique. Tout s'entend, rien ne s'écoute. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est déjà dans cette ère, qu'on peut s'en prémunir ou qu'au contraire, il faut l'accueillir de manière détendue et se dire finalement, c'est le sens de l'histoire, on va s'adapter, ça va très bien se passer? Alors Emmanuel, merci, parce qu'en fait, dans cette question, il y a deux sous-questions. La première, c'est la question de se dire dans quel monde vit-on ? Et moi, ce qui m'a beaucoup chagrinée ces derniers mois, et même ces 2 dernières années, pour être tout à fait précise, quand tout d'un coup, l'actualité technologique, à l'aune d'ailleurs de ChatGPT ou avançant le métavers ou les cyberattaques ou les guerres informationnelles sur les réseaux sociaux, tout ça a fait que tout d'un coup, la technologie n'a plus été un sujet d'expert ou de niche, mais de plus en plus entre dans le débat public. Et ce qui m'a beaucoup, et j'y ai participé assez amplement, mais ce qui m'a beaucoup embêté dans la façon dont ça a été couvert, et c'est un peu, disons, systémiquement on peut le comprendre, c'est qu'à chaque fois on utilisait les technologies en silo. Alors un coup c'est l'IA générative, un coup c'est les réseaux, un coup c'est le métavers, aujourd'hui c'est les Neuralink de Elon Musk, demain c'est les semi-conducteurs, sans avoir jamais pris le temps de comprendre à froid, à distance ce nouveau système. Ça c'est absolument fondamental. Et donc à la question de est-ce que c'est une perspective, qui est un peu la question implicite que vous posez ? Non, ce n'est pas une perspective, ce que moi j'appelle la symbiose. C'est une réalité, simplement, on n'arrive pas à la lire parce qu'on est percuté par la vitesse. La vitesse de l'actualité chaude, la vitesse de l'évolution technologique, etc. Or, c'est précisément parce que ça s'accélère qu'il faut donc décélérer pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer à plus long terme. Et repenser notamment notre système politique et la démocratie, puisque vous dites carrément que la démocratie de masse, c'est terminé. C'est mort. Qu'il va falloir passer à autre chose. C'est ce que vous appelez la démocratie symbiotique. Oui. Et c'est une démocratie qui est mise à mal actuellement, parfois, par les big tech. Alors, comment est-ce qu'on redéfinit les cartes ? Parce que j'imagine que cette démocratie, cette nouvelle démocratie symbiotique, on va la bâtir avec les big tech et avec les big state, vu que ce sont les 2 acteurs principaux. Alors, j'essaye, dans toute mon approche, d'avoir une approche, disons, de réelle politique, mais au sens vraiment des relations internationales les plus pures, c'est-à-dire voir les choses comme elles sont, sans les idéaliser, sans les fantasmer. Donc je ne suis ni techno-béate ou optimiste, ni technophobique, pas du tout. J'essaie juste de comprendre et de poser ce système-là. Donc, et c'est important ce que je dis en préambule, parce qu'aujourd'hui, dans le débat public, surtout en Europe, un tout petit peu aux États-Unis, vous avez une polarisation. Alors, c'est des affreux méchants, c'est des monstres, nous on est gentils, les victimes, les bourreaux. Il faut un peu sortir de tous ces trucs ultra émotionnels et émotifs. Vous dites vous-même que les réseaux sociaux sont antidémocratiques. Oui, mais je l'explique et je l'argumente. Et c'est qui amène donc à la question de la réponse. C'est-à-dire que si nous sommes contraints à reconstruire une nouvelle forme, un nouveau récit démocratique, une nouvelle forme démocratique avec cette symbiose, c'est-à-dire entre le vrai et le faux, le virtuel, le réel, le public, le privé. Et on le voit aujourd'hui avec les questions de désinformation. Vous allez mettre combien de fact-checkers et de policiers derrière chaque citoyen ? C'est impossible compte tenu de la viralité de l'information ou de la désinformation. Et pour vous, le fact-checking, c'est ringard, clairement. C'est important
Je le précise, c'est important du point de vue du marqueur. Même la vérité, pour vous, c'est presque devenu ringard, parce que vous dites que on doit plus en tout cas les téléspectateurs, les auditeurs, nous devons plus nous concentrer sur la recherche de la vérité, mais plutôt sur qui nous parle et qui est l'auteur du message. Alors rassurez-nous, les journalistes vont toujours chercher la vérité dans votre modèle. Alors la vérité est une construction. Soyons clairs, ce qui est donné, c'est le fait. C'est le réel. Le réel est quelque chose qu'on peut, au bout d'un moment, ne plus discuter. La vérité, en revanche, c'est l'interprétation que vous allez faire d'une réalité donnée. Donc, vous allez apposer déjà des filtres. Quand on est journaliste, on appose un angle, une visibilisation, une invisibilisation, telle ou telle vision des choses. La question, donc, n'est pas de se dire « est-ce que c'est vrai ?» parce que c'est un sujet ultra casse-gueule, surtout aujourd'hui. C'est plutôt de se dire quel est notre contrat de confiance en toute transparence? D'où je parle? Qui me parle? Dans quelle intention? Et là, on reconstruit une autre façon, une autre approche de l'information. Et sur la question du journalisme et du rôle du journaliste, moi, j'ai envie de vous dire, tout comme les fact-checkers, à un moment donné, je m'étais pris une salve des fact-checkers. Non, si on est en démocratie, c'est très important, cette question de traçabilité de l'information, c'est fondamental, c'est un marqueur démocratique. En revanche, ce que je dis, c'est que vous n'allez jamais convaincre des complotistes, des séparationnistes, des conspirationnistes du vrai. C'est-à-dire qu'on vit tous dans des bulles. La question, justement, c'est de se dire comment est-ce que notre majorité silencieuse, la majorité silencieuse, c'est-à-dire que si on met de côté les deux extrêmes, comment est-ce que cette majorité-là continue à faire société? Qu'est-ce qui continue à faire du lien? Qu'est-ce qui fait que vous, Emmanuel, et moi, Asma, on continue à vivre en France selon des liens, des valeurs, une projection commune? C'est ça la véritable question aujourd'hui, la question du récit. Et c'est une question, il y a une autre question que vous posez, qui est le corollaire, c'est la question insurrectionnelle. Et oui. Et alors, vous partez des États-Unis, puisque c'est l'exemple, on va dire, le plus probant, avec l'invasion du Capitole, oui, avec l'accession de Trump au pouvoir, avec Elon Musk. Et vous dites, en fait, il y a un vrai risque de séparation entre deux types de populations, et cela pourrait mener à une guerre civile. Aux États-Unis, par exemple, je ne sais pas à quelle échéance, qu'est-ce qui vous fait dire, par exemple, qu'aux États-Unis, une guerre civile est possible? Alors, est possible. Je ne dis pas que je n'ai pas de boule de cristal, et je ne dis pas que ça va advenir. En revanche, ce qu'on observe aux États-Unis, c'est clairement une ultra-polarisation des idéologies, des blocs politiques, et en fait, de l'Amérique, qui vraiment... il y a déjà toute la fragmentation entre les côtes et l'intérieur, mais aussi entre... ce qu'on va appeler, vous savez, Et uniquement à cause de l'information? Non, pas unique. Alors, c'est une excellente question. La technologie, c'est pas dans l'information. La technologie, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les intelligences génératives qui vont vous générer du deepfake, des sites miroirs, des faux sites, des fausses vidéos, des faux trucs, enfin, tout l'univers de faux, en fait, vont amplifier et industrialiser un malaise qui préexistait. Et ça, c'est pour ça que la question est d'abord politique. La technologie est d'abord politique. Et juste pour revenir sur la question des solutions. Tout à l'heure, vous disiez, oui, mais les réseaux sociaux sont antidémocratiques. Oui, tels qu'ils sont gouvernés aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on commençait par expliquer, des boîtes privées avec l'arbitraire de Zuckerberg, l'arbitraire de Musk, l'arbitraire d'Altman. Donc moi, ce que je dis, c'est que ces gens technologiques, parce qu'ils sont des entités hybrides et politiques, et même en fait une infrastructure socle à partir de laquelle se déploie tout le reste. Il faut donc ouvrir leur gouvernance, donc c'est la principale boîte noire, et penser à d'autres statuts juridiques. En Europe, on a les partenariats publics-privés, avec peut-être beaucoup plus d'ouverture et de transparence, voire même l'État qui interviendrait selon un dosage et une gouvernance à trouver, mais dans ces décisions qui prévalent à la construction technologique. Et plus d'ouverture. Sur les réseaux sociaux, il y a deux ambitions qui prévalent. La première, c'est la liberté maximale, c'est celle notamment d'Elon Musk, c'est-à-dire une liberté d'expression, on peut dire absolument ce qu'on veut. Et puis il y a celle plus européenne, où on met des garde-fous, où on régule, où on a beaucoup de modérateurs. Est-ce que vous pensez qu'une troisième voie va émerger entre ces deux solutions, ces deux visions du monde?
Alors, ces deux visions, dans le même, disons, pôle occidental, vous avez évidemment et effectivement la vision américaine, premier amendement de la Constitution, qui est en effet une vision très maximaliste de la liberté. Et que vous dites qu'il faudrait peut-être le revoir, Aux d'ailleurs. États-Unis, c'est un débat qui a lieu. Alors, ça me semble extrêmement difficile en l'état que les États-Unis touchent à leur constitution. Elle est un peu datée, mais on le voit aussi sur le port d'armes, mais elle est assez intouchable. Mais en revanche, Elon Musk, quand il dit liberté d'expression maximale, etc., c'est peut-être illégitime, c'est peut-être choquant, mais il est parfaitement dans son droit, c'est parfaitement légal aux États-Unis. En Europe et en France, on a en fait toutes les lois qui vont encadrer ce qu'on appelle la liberté d'expression et qui datent en réalité de la fin du 19e siècle. Et de ce point de vue-là, elles ne sont pas datées. C'est-à-dire que le bavardage légal, la logorée réglementaire qu'on a, réinvente en permanence la poudre. Nous, nos guidelines, c'est-à-dire ce qui est dissible, ce qui est illégal, est parfaitement clair. Enfin, je veux dire, il faut juste qu'on se rappelle un peu la façon dont on a construit la démocratie. En revanche, les institutions, la façon dont on va le faire respecter, là, est à revoir. Aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de notre réponse est la modération. Or, comment vous allez modérer a posteriori un contenu viral qui a besoin de quelques secondes pour essaimer, pour métastaser? Comment on fait? À part des machines qui seront aussi rapides. Ouais, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à tout à fait les... Et puis, les machines ne sont pas du tout parfaites. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Vous avez des failles, vous avez des biais. Ce sont des outils, ce ne sont pas des religions. Donc en fait, forcément que... Et puis, dernière chose sur la question de la modération, il suffit pas simplement de dire aux plateformes, vous allez industrialiser la modération par des IA. Déjà, parce que par définition, et encore une fois, la question de la viralité fait que le contenu s'est déjà propagé au moment où vous allez le capter, ou alors vous faites de la pensée prédictive, et là c'est de la dictature, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prédire ce que je vais penser et me censurer avant même que je ne l'ai dit ou posté. On serait dans une dystopie totale. Donc il faut bien attendre que le contenu existe pour le juger et le modérer. Bon, donc là déjà, il y a la question de la temporalité, puis ensuite, ça ne peut pas être que les plateformes. Si on industrialise... Et si on algorithmise la modération, à ce moment-là, il faut que tout suive. La police, la justice. Bien sûr. On n'y est pas franchement. On n'y est pas franchement. Alors par contre, il y a un nouveau théâtre de guerre qui s'annonce, qui a déjà commencé après la Terre, après le ciel, après le cyberespace. Voilà, vous savez exactement déjà ce que je veux dire. Il y a nos cerveaux. Ça s'appelle la guerre cognitive. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et si on en est déjà les cibles, si elle a déjà commencé, s'il faut qu'on s'arme? Le sous-titre de votre livre, c'est comment faire de nous des soldats. Est-ce qu'il faut qu'on devienne des soldats rapidement? En fait, nous sommes déjà... Enfin, c'est un peu ce que j'ai... En tout cas, on est déjà des cibles. Alors, la question de la guerre cognitive, il faut la comprendre dans son articulation avec ce qu'on appelle les luttes informationnelles, c'est-à-dire toutes les ingérences étrangères, la Russie, la Chine, etc., qui en fait... à travers les réseaux sociaux, ça c'était la première génération, celle dont on a beaucoup parlé depuis le début de la guerre d'Ukraine, vont en fait développer tout un tas de contenus, de la manipulation de l'information, soit de la désinformation pure, soit tu prends une information, tu la sors de son contexte. Bon, c'est tout ce qu'on appelle les narratifs, les récits, pour venir déstabiliser les démocraties depuis leur intérieur. Et on va donc cibler qui? Les leaders d'opinion, les groupes qui vont être identifiés, qui vont être les plus susceptibles de propager, disons, un rapport extrêmement anti-système. D'accord ? Donc ça, c'est la désinformation classique. Ce qui se passe, par exemple, au Sahel avec les Russes. Évidemment. La guerre d'Ukraine, la Chine, etc. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les narratifs chinois qui, en fait, s'industrialisent sur le modèle russe, et de ce point de vue-là, il y a un excellent rapport de l'IRSEM qui montre l'industrialisation des luttes informationnelles par la Chine, vont cibler d'abord, entre autres, en tout cas, les QAnon, qui vont récupérer tous les narratifs sur l'Ukraine, Taïwan, etc. Et ils deviennent tout d'un coup organiques. Voyez les grands méchants. Donc ça participe de quelque chose de la politique intérieure au bout d'un moment. La guerre cognitive, c'est monter d'un cran. C'est-à-dire que la guerre informationnelle, c'est votre aval. Vous allez manipuler le contenu que vous allez injecter. La guerre cognitive, c'est la guerre des perceptions. On va venir travailler petit à petit sur du très très long terme votre perception du monde. Or, ce qu'on disait nous tout à l'heure, et même votre capacité, ou la paralysie même de vos capacités de discernement, de prise de décision, de compréhension. C'est-à-dire qu'on va devenir des légumes, quoi. C'est en fait, vous voyez, tout le débat sur TikTok s'est cristallisé par exemple là-dessus. Alors, on n'a pas trouvé le chemin de droit sur la preuve formelle que c'était Pékin qui était derrière tout ça. Mais aux États-Unis, une des idées, c'était de dire TikTok est une arme biologique d'abêtissement de nos jeunes qui vont devenir les citoyens de demain. Et donc demain, donc dans 30 ans, dans 20 ans, ce seront des adultes
complètement manipulables. Mais il faut les rendre bêtes pour pouvoir les Le jour où on a besoin d'activer. Le jour où on a... Mais attention, là je répète simplement une des thèses. Hein. Et vous pensez par exemple que les États-Unis, en empêchant leurs fonctionnaires d'utiliser TikTok, ils sont plutôt dans un acte intelligent, raisonné ou... Qu'est-ce que vous pensez sur cette arme que pourrait être TikTok ? Alors, c'est conforme à vos théories quand même. Absolument. Mais alors si on regarde sur la question de l'arme biologique, donc là je relaye une thèse, une thèse qui circule beaucoup aux États-Unis. La question de TikTok aux États-Unis, et d'ailleurs l'Europe s'est très très vite empressée d'emboîter le pas pour faire de la compole. Bon. Regardons les enjeux, Emmanuel. Moi ce que je dis, c'est que ère de la symbiose, ça va être de plus en plus difficile de faire la différence d'un point de vue même cognitif, de la perception entre le vrai et le faux. Et vous allez avoir tous les actes et les actions de malveillance, de perturbation, de manipulation. En face, on a un gouvernement ou une administration qui vous dit vous n'avez pas le droit de télécharger TikTok sur votre PC de travail. Vous voyez l'écart d'enjeu ? Je crois qu'on ne le réalise pas encore tout à fait, l'écart d'enjeu. Et donc, la question de armer le citoyen, c'est de se dire, on ne va pas pouvoir mettre un flic de la pensée derrière chacun. Donc, il faut qu'on monte en compétence chacun d'entre nous pour qu'on comprenne chacun d'entre nous ces enjeux-là. Ça passe par l'école ? L'école, les campagnes de sensibilisation, l'accompagnement de l'État par plein de propositions différentes. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Il y a l'exemple de la Finlande, l'exemple du Canada, l'exemple d'Israël. Il faut un peu voir comment les pays qui sont confrontés à des difficultés de ce type-là gèrent ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on se dise comment les autres font et comment est-ce qu'on s'arme. Et ça va forcément être, pardon pour l'anglicisme, du soft skill. Ça va pas être encore de la loi coercitive du haut vers le bas. Ça ne marche que partiellement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a... Là, on a eu le Digital Service Act. En Europe, on travaille sur le AI Act. Vous savez, tous ces paquets réglementaires qui vont justement contraindre, mettre les limites, etc. Bon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, il faut le faire, surtout parce qu'on manque de souveraineté technologique. Donc, c'est un signal aux acteurs extra-communautaires qu'au sein de nos frontières, il faut respecter nos règles. Fine, c'est très bien, on le fait. Mais à la fin des fins, est-ce que ça change quelque chose à votre rapport, à votre écran ? Non, vous allez continuer à utiliser de la même façon. S'il n'y a pas à un moment donné un rapport citoyen... En Chine, on empêche les mineurs d'accéder à Internet je crois, de 22h à 6h du matin. Exact. Et on rationne jusqu'à 18 ans. Comme ça. Il y a des tranches d'âge. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que on se rend compte dans la même lignée que je crois que c'est Bill Gates ou je ne sais plus qui interdisent à leurs enfants. Ils interdisent à leurs enfants d'avoir... Alors, c'est plus complexe que ça. Ils interdisent à table... Jusqu'à 14 ans. Eux-mêmes sont confrontés. Donc c'est quand même c'est eux qui sont les plus conscients de ce qu'ils ont produit. Quoi. Et en même temps, ça reste des parents qui sont confrontés à même pas. Typiquement, les enfants de Bill Gates, je crois qu'ils n'avaient pas le droit au téléphone à table. La patronne de je sais plus YouTube ou je sais plus quoi, elle, c'était des contraintes horaires. Bon, et là, en ce moment, en France, on a ce débat qui a été lancé, mais que je trouve mal ficelé et mal posé, de dire on va rationner. Mais en fait, interdire les écrans. Pardon, je vais vous le dire de façon très franche, parce que je suis plutôt connue pour dire ce que je pense. Donc je me fiche un peu de la réception de ce que je dis. Ça ne veut rien dire. L'écran, ça ne veut rien dire. Vous pouvez passer 8 heures à faire de la science sur Internet et derrière votre écran, ou 8 heures à regarder à scroller à l'infini, à regarder des chats débiles et de la désinformation et de la propagande. Donc en fait, là, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne tous les enjeux technopolitiques derrière les écrans. Dire les écrans, ça a été le discours d'Emmanuel Macron en janvier. Non, c'est trop flemmard. Et alors, il y a aussi, c'est la fin de la démocratie telle qu'on l'a connue. Ouais. C'est la fin de la souveraineté. Écrivez-vous, c'est la fin du libre... Non, je dis pas ça. C'est une redéfinition de la souveraineté. C'est la fin telle qu'on la connaît, alors, du libre marché. Mais c'est ce que vous essayez de définir à la fin notamment de l'ouvrage, mais dans quel but ? Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir ? Alors vous avez une réponse, c'est vous aimez bien les termes big, c'est le big citizen, mais pas tout de suite, l'énorme citoyen. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que cette solution pour interagir, en gros s'adapter? Il y a une nouvelle donne, maintenant il y a des big states, il y a des big tech, donc
les citoyens, ça suffit plus, il faut les mettre sous stéroïdes, il faut les gonfler. Alors, c'est pas mal de poser. Non. Et en fait, ce que je dis, c'est regardez, les big tech sont déjà là, d'accord? D'un point de vue vraiment, on reste réel politique. On regarde les choses comme elles sont. On se raconte pas d'histoire, on arrête de se mentir. Les gens technologiques sont déjà là, ils sont là pour très longtemps parce que ce ne sont pas juste des acteurs, ce sont des infrastructures informationnelles à partir desquelles se déploie absolument aujourd'hui tout le reste, d'accord? Donc ça, il faut bien l'acter. Enfin, et si on garde cette hypothèse de départ, on se rend compte aussi des enchevêtrements et des relations très ambivalentes entre régulation et coopération entre les États et ces big tech. Le marché étatique de la défense, par exemple aux États-Unis, est un des premiers marchés les plus stables des big tech. Donc en fait, il y a ces enchevêtrements sur même le régalien et la défense. Bien sûr. Bon, une fois qu'on a dit big tech et big state, et par parenthèse, la France n'est pas du tout un big state. Ça suppose une projection de puissance. Il y en a que deux actuellement, non? C'est la Chine et les La Turquie, États-Unis. Israël, la Russie, d'une certaine façon, étaient des big tech, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris l'impact de la technologie pour développer une stratégie de puissance. Ils l'ont compris, avec des stratégies différentes. Mais chacun va développer ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment être un big state si on n'a pas un big tech de notre nationalité? Voilà. Et c'est bien ce que je vous dis. Et vous remarquerez qu'il n'y a que des big states qui ont fait émerger des big tech. Ou alors des stratégies plus de niche, Israël, Turquie par exemple, qui en fait vont développer, elles, une filière cyber, par exemple. Des milliers de startups, c'est-à-dire, mais par exemple. vraiment spécialisé. Israël est très bon et très réputé sur le cyber. Donc avec tout cet écosystème autour, d'accord, avec, je crois que c'est le deuxième acteur mondial. La Turquie sur la question des drones. Donc les pays qui ne sont pas des pays géants, mais avec une vraie, disons, stratégie de puissance, eux vont développer de la niche, mais sur laquelle ils vont exceller. La France, on a réussi, et l'Europe, on a réussi à créer d'abord et avant tout de la norme. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, je dis juste qu'en effet, il nous manque la vision techno-industrielle. Et donc, sur la question du big citizen, vous remarquerez que ce qui manque, pardon, c'est un peu moyenâgeux de le dire, mais c'est le tiers-état. Bah oui, c'est-à-dire nous. Si tout d'un coup on se dit, vous avez ces acteurs technologiques, vous avez des États qui sont en roue libre avec ces technos, comment est-ce qu'on repense la démocratie, si tant est qu'on y tienne encore d'ailleurs? Une grande question en France va se poser, tient-on encore à la démocratie? Et si oui, laquelle? Selon quel récit? Selon quelle valeur? Pour faire quoi et pour aller où? Pour se projeter où ensemble? Et ça, c'est des questions qui sont ultra ouvertes. Personne, aucun aujourd'hui responsable politique n'a de réponse. Si je vous dis, Emmanuel, les États-Unis dans 40 ans, c'est quoi? Je crois que vous savez, ou qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez me répondre. Si je vous dis, Emmanuel, la Chine, ils veulent quoi dans 30-40 ans? Vous savez me répondre. Si je vous dis la Russie dans 30-40 ans, ils veulent quoi? Vous savez me répondre. Je vous dis Israël dans 30-40 ans, ils veulent quoi? Vous savez me répondre. Je vous dis la France dans 30-40 ans. Je suis content, je sais tout alors. La France, dans 30-40 ans, vous savez? Mais moi, je savais pas aussi, peut-être pour les autres puissances. Hein. Elles ont des stratégies de puissance qui sont écrites, c'est-à-dire, et donc avec une mobilisation du tissu de l'innovation, du tissu industriel, du tissu militaire. Mais pas nous. On arrive un peu à la fin de cette émission. Il nous reste encore 2 ou 3 minutes pour revenir sur aussi un point qui est important. C'est vous parlez à la fin carrément d'une. Alors là, les conspirationnistes pourraient s'en donner à cœur joie d'une grande alliance entre les États-Unis et l'Europe, une alliance transatlantique. Et vous dites que c'est nécessaire, que c'est un peu le seul moyen de s'en sortir face au reste du monde qui est un peu plus malveillant. Alors, d'une part, il y a la question de aujourd'hui la recomposition de l'ordre mondial, une espèce de monde un peu multipolaire ou même non polaire, où vous avez plein de pôles avec des alliances diplomatiques ultra liquides. On le voit avec l'Inde, par exemple, qui est aussi un big state en devenir. Mais donc, un coup, je vais m'allier à Moscou, un coup avec Washington, en fonction de mon intérêt, etc. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et puis, vous avez cette fragmentation, à la fois conventionnelle, vraiment, de l'échiquier international, et puis qui se répercute dans le cyberespace. Donc, une fois qu'on a dit ça, qui est aujourd'hui un peu le bloc ou le pôle le plus fragile? C'est nous, les démocraties. Parce que précisément, ce qui fait notre force, nos libertés, et fait aussi c'est ce qui nous rend aussi poreux à la désinformation, aux manipulations. Donc il va falloir vraiment qu'on se muscle et qu'on se réarme sur la question, même doctrinale, de quelle est notre identité, notre modèle politique. Et parce que les big tech aujourd'hui sont exclusivement américains, et avec lesquels d'ailleurs nos États à nous travaillent de toute façon, il va bien falloir qu'à un moment donné, on se parle de façon plus sérieuse. Donc c'est pas du tout une question de complotisme ou je ne sais quoi, c'est une question de pragmatisme, vraiment de pragmatisme. Comment est-ce que, au-delà de la simple question normative,
on ouvre et on travaille ce qui prévaut, c'est-à-dire les décisions, les arbitrages, les lignes, la trajectoire de puissance, avec des acteurs dont on est de toute façon totalement dépendant. Donc, plutôt que d'être des dindons de la farce, comment est-ce qu'on travaille un peu plus avec eux ? Ça prendra énormément de temps. Je ne dis pas que c'est des solutions à très court terme. Merci beaucoup, Asma Mala. On va terminer là-dessus. Merci, Emmanuel. C'est la fin de cette émission. Merci d'en avoir été l'invité. Je rappelle que vous venez de sortir aux éditions du Seuil Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats, et si vous voulez vous réarmer, il faut absolument acheter ce livre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. À très bientôt. Merci. Radio J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier.